Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Face à la compétition économique mondiale qui se radicalise, quelle est la réponse des économies musulmanes ? Comment la finance islamique se positionne-t-elle dans cette confrontation ? Quelle éthique des affaires propose-t-elle ? Eh bien, des réponses avec mes deux invités. Ezzedine Glamala, enseignant en finance islamique, auteur de « Islam et éthique des affaires économiques et financières » aux presses universitaires d'Aix-Marseille, et Kader Merbou, directeur du département finance islamique chez Financia Business School. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Ezzedine, comment le monde musulman voit cette confrontation économique qui se radicalise de plus en plus depuis 2-3 ans ? Alors, il est assez compliqué de parler du monde musulman en tant que bloc uniforme, puisqu'il y a différents régimes politiques, différentes tendances religieuses également, puisque l'islam lui-même n'est pas uniforme. Mais ce que l'on pourrait dire, pour donner une image aux téléspectateurs, plus comme un trait d'union, finalement, que comme un point de confrontation. Et les politiques musulmans, des pays musulmans, ce qu'ils recherchent dorénavant, c'est d'arriver à une situation où finalement leurs territoires ne sont plus des enjeux de combat géopolitique. Dû aux ressources. Exactement, pour arriver, je dirais, à s'affirmer plutôt comme un pont entre l'Occident et l'Orient, et comme un point finalement de rencontre où l'on arrive à construire des partenariats gagnant-gagnant. Kader Merbou, c'est à l'inverse de ce qui se passe de la vision occidentale du monde d'affrontement, notamment entre la Chine et les États-Unis. Alors, il faut bien comprendre que la finance islamique, et lorsque les nouvelles régulations et récentes régulations, depuis 2010, où il y a un renforcement des régulations de la finance islamique dans plusieurs pays, Algérie, Maroc, Tunisie et d'autres pays, et Afrique de l'Ouest notamment, l'objectif est quand même de renforcer la capacité financière et d'attirer des investisseurs étrangers. Ça, c'est quand même très important de le souligner. C'est un outil pour précisément renforcer le pays, plus que lutter contre d'autres pays. On a des vraies problématiques sur des pays en Afrique, au Moyen-Orient, sur des questions notamment d'inclusion bancaire. Et où la finance islamique, pour des raisons religieuses, beaucoup de gens s'éjectent du système bancaire. Donc il y a vraiment une logique intra-pays, plus qu'une logique de compétition. La seule compétition qui existe dans le cadre de la finance islamique, c'est attirer et diversifier la base des investisseurs. Où là, on a eu plusieurs pays, le Luxembourg, qui a émis un soukouk souverain. Alors un soukouk, c'est une émission obligataire. On a eu l'Angleterre qui a émis, on a eu plusieurs d'autres pays, même pas forcément des pays musulmans, pour attirer des nouveaux investisseurs. Donc on est plutôt dans une compétition pour attirer des investisseurs internationaux, pour investir dans les pays, plus qu'une logique de confrontation, qu'elle soit régionale ou complètement mondiale. Pas de positionnement par rapport à l'affrontement Chine-États-Unis avec l'Europe entre les deux. C'est toujours compliqué de se positionner dans un affrontement de ce type-là face à ces deux mastodontes économiques. Donc on est plutôt dans une tradition de toute façon qui est la tradition islamique de développer, comme le disait Kader Merbou, la coopération. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, plutôt qu'une logique guerrière de compétition. Donc on parle aussi bien à Washington qu'à Pékin. Et on fait des affaires aussi bien avec Washington. Oui, c'est de toutes les façons, c'est ce que l'on doit faire. D'un point de vue diplomatique, il faut pouvoir parler avec tout le monde. Si l'on souhaite défendre au mieux ses intérêts et faciliter justement la coopération, puisqu'on sait que la coopération dans les affaires permet justement de générer de l'activité, de l'investissement, de la production et donc de la croissance et de la richesse. Coopérer avec des modèles qui sont quand même différents. La finance islamique porte une éthique qui est différente de la finance traditionnelle occidentale, on est d'accord. Justement. En fait, ce modèle éthique, c'est un modèle, si vous voulez, même si on revient au fondement et aux racines, islam, c'est quoi l'islam ? L'islam, si on prend la racine trinitaire en arabe, c'est S-L-M, salam. Salam, c'est la paix. Donc, si c'est la paix, on peut raisonner sur quels sont les germes, je dirais, de la guerre et quels sont celles de la paix.
Eh bien, pour que la paix puisse régner, il faut qu'il y ait une justice. A contrario, lorsque il y a de l'injustice, il va y avoir les germes de la discorde, et puis au bout du chemin, il y aura la guerre. Donc, que fait la finance islamique ? Eh bien, son principe central, c'est d'instaurer une forme de justice dans les affaires qui se matérialise, du point de vue contractuel, par un équilibre entre les parties. D'accord ? C'est ce fameux win-win. Oui. Donc, dès lors qu'on reprend et que l'on applique ce principe-là, eh bien, on va être dans une logique de coopération, nécessairement, où on va rechercher l'intérêt commun des parties. Alors, pourquoi le monde, les pétromonarchies, le monde musulman, investit son argent dans un cadre occidental où la finance ne respecte pas ces vertus-là ou cette éthique musulmane? Alors, pour des raisons évidentes de rentabilité. Déjà. D'accord, donc... Pour des raisons évidentes de rentabilité. Après, il faut bien dissocier. Saute, hein. Alors, je me souviens d'une intervention du président du fonds d'investissement du Qatar qui disait, en parlant de son pays, lorsqu'il était venu à Paris, il disait « l'État n'a pas de religion », en parlant du Qatar. Donc, l'État n'investit pas, notamment parlant de son fonds souverain, il n'a pas d'obligation d'investir en respectant les règles d'illicité de secteur. Il n'était pas dans ces problématiques-là. Et je pense que pour beaucoup de pays, c'est la recherche dans la rentabilité, la sécurité des investissements. À titre individuel aussi, par les grands princes, par les grandes fortunes. Alors, ça, on est moins sûr, puisqu'on voit moins leur exposition de portefeuille, mais ça reste un caractère individuel. Donc où là, peuvent s'insérer des problématiques éthiques pour un individu, mais pour un État, on prend la question que tout le monde se pose, la question de l'armement. On a le droit d'investir, c'est estimé qu'on a le droit d'investir dans l'armement dès lors que cela devient défensif. Oui. Donc, mais ça reste un État. Pour un individu, non, pas du tout. Donc, il faut bien dissocier la finance islamique qui s'applique à un État et qui s'applique à des individus. Et pour des individus, il y a une vraie éthique. Pour un État, il y a un maintien de l'ordre. Et donc là, à ce moment-là, la question se pose moins. Clairement, et c'est il y a bien des individus musulmans qui investissent leur argent dans la finance traditionnelle occidentale, laquelle ne respecte pas un certain nombre de piliers, notamment l'investissement immatériel, les subprimes, etc. Bien sûr. Bien sûr. Donc il y a une contradiction. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas une vision, je dirais, monolithique et uniforme. En fait, cette vision, elle est multidimensionnelle, protéiforme. Donc on va avoir, bien évidemment, des individus, des institutions qui vont investir de manière conventionnelle et classique, de la même manière qu'on va trouver, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui dans le développement dit durable, avec la finance responsable ou la finance climatique, on va avoir des institutions, des individus qui, forts de leurs convictions éthiques, vont vouloir donner du sens à leurs investissements. Et on a par exemple une grande institution multilatérale, toujours dans cette optique de coopération, qui gère des actifs de plusieurs milliards de dollars et qui, lorsqu'elle confie la gestion de ces actifs à différents asset managers, eh bien, dans le cahier des charges qui est fourni, eh bien, il y a, vous parlez de qui, là ? Il y a un grand nombre de critères éthiques. La Banque islamique de développement. La banque ? La Banque islamique de développement. Donc, voilà, on peut citer l'exemple de la Banque islamique de développement, donc, qui est une institution multilatérale au même titre que la Banque asiatique de développement, que la Banque africaine de développement, d'accord, et qui regroupe 57 pays membres, hein, qui sont les États de l'OCI. Et il faut le rappeler, c'est quand même l'organisation après l'ONU qui comporte le plus d'États membres, 57 États membres. Et donc, il y a cette banque qui existe et qui a mis, je dirais, l'éthique islamique au cœur de sa politique d'investissement. L'éthique islamique, est-ce qu'avec l'éthique islamique, on peut avoir une stratégie d'intelligence économique pour un État ou pour une entreprise musulmane ? Alors, un des premiers principes fondamentaux, enfin, deux principes fondamentaux. Le premier, ça serait celui de l'endettement et le deuxième, de l'investissement dans l'économie réelle, qui sont là autant pour des États que pour des sociétés. Alors pour un État, ça serait réinvestir dans ses infrastructures. Et donc là, il y a une tangibilité des actifs. La limitation de l'endettement permettrait d'éviter la complexité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui, après 30 ans, on observe qu'après 30 ans, l'argent était quasiment gratuit. Et on voit où est-ce que ça a mené. J'inviterai nos téléspectateurs à lire un article que j'ai lu, que je trouvais excellentissime, de la part d'Adrien Durizani sur Business Immo, et qui expliquait qu'on a eu l'argent pas cher, et qui nous a conduit
dans une forme d'endettement et dans une illusion de moralité. Parce qu'on commence, après 30 ans, à se réveiller et se dire que tout cet argent, on aurait dû l'appliquer, comme le disait Aristide Ramallah, sur l'environnement, sur le social. Donc, il y a une stratégie évidente, il y a des principes évidents en finance islamique qui peuvent être une réponse, autant pour des États, pour des sociétés ou pour des individus. Et c'est assez transversal, et c'est ça qui est intéressant sur cette question de finance islamique. Ça ne concerne pas qu'un acteur donné. Dernière question, on a vu le Maroc qui a une véritable politique d'intelligence économique. Est-ce que ça a été multiplié par d'autres pays? Moi, je ne l'ai pas tellement vu. Le Maroc, évidemment, tente de se positionner sur la région africaine et le réussit très bien. La finance islamique a été développée chez eux depuis début 2010. Il y a une réglementation qui a été mise en place depuis 2015. L'assurance, ça date d'il n'y a même pas 2 ans. L'Algérie a fait exactement, a renforcé sa réglementation. Donc, tous les pays africains et subsahariens en demande, l'Afrique de l'Ouest également, ont mis en place des cadres réglementaires qui peuvent permettre d'attirer encore plus de liquidités pour renforcer déjà leur pays et essayer d'avoir une influence et exporter leur influence partout en Afrique. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.